C'est pas grave. Alors, Elie Chouraki, C'est moi. Oui. Voilà, nous avons le grand plaisir d'accueillir aujourd'hui, est un grand cinéaste. Depuis les années 70, il n'y a plus tellement de films politiques en France. Et est-ce que vous ne vous sentez pas un petit peu seul? Si, totalement, oui. Il n'y a plus de films politiques en France pour la bonne et simple raison qu'on n'arrive plus à les financer. C'est-à-dire qu'il y a une espèce comment dire, de fuite en avant vers un cinéma en fait qui nourrit nos chaînes de télévision. Ça a commencé dans les années, je dirais 80. Dans les 25 dernières années, il y a une fuite en avant vers ces films-là qui nourrissent le 20h30. Il faut être très honnête. Et ça a été, à part avec des cinéastes que je respecte et que j'aime, ça a été malheureusement le gouffre qui a absorbé pas mal de cinéastes français. Quand on parle d'Harrison Flowers, c'est vrai que le film a fait le tour du monde. C'est un film qui est devenu un film très important et qui est un film de référence quand on parle de la Yougoslavie. Bon, et ça, j'en suis très heureux. Quand on parle d'Harrison Flowers, pour continuer, pas de Haut Jérusalem, pour continuer sur des films politiques, ne touchez pas les Juifs et les Arabes. On ne peut pas. Parce qu'on se met tous les Juifs à dos et tous les Arabes à dos. C'est-à-dire qu'il n'est pas possible aujourd'hui de faire... Et tous les pro-sionistes et les anti-sionistes, tous les pro-arabes et les anti-arabes, tous les pro-musulmans et les anti-musulmans. Enfin, on se met tout le monde à dos. Comment ça s'est passé le tournage émotionnellement? C'était un tournage difficile. Le problème quand on fait la guerre au cinéma, c'est qu'on fait la guerre sans risquer de mourir. C'est la seule, j'ai envie de dire, c'est presque la seule différence. On a froid, on dort mal, on se lève tôt, on se couche tard, on mange n'importe quoi, n'importe où. On est en plus, là, on était dans le nord de la Tchéquie. Donc, je me souviens de quand j'arrivais le matin à 4 heures, parce qu'on devait tourner au lever du jour vers 6h, 6h30, et que les journées étaient très courtes, donc les journées en lumière étaient très courtes, donc il fallait vraiment croquer de la lumière, parce que je voulais tourner en hiver. Je me souviens, Au Jérusalem était un film épuisant, mais épuisant. J'y ai laissé deux ménisques dans Au Jérusalem, parce qu'on passait, non mais vraiment j'étais opéré, parce que j'ai fait beaucoup de plans à la main, et on passait notre temps par une chaleur écrasante dans ces collines, dans ces endroits inconfortables. Alors, ce qui était pas mal, c'est qu'il y avait plus de chaleur, mais en même temps, c'était dur aussi. Le grand problème du cinéma français, enfin, c'est aussi sa gloire, c'est qu'on parle français. C'est-à-dire que quand vous faites un film de langue française, une fois que vous l'avez vendu en Belgique et en Suisse, et les Canadiens, s'ils veulent bien le prendre, après, ça devient compliqué. C'est vrai que la responsabilité des cinéastes, c'est aussi de donner à voir et à penser des choses qui peuvent un tout petit peu changer le monde. Moi, je ne ferai jamais un film si je ne me dis pas qu'il peut changer un tout petit peu le monde. Mais un tout petit peu, vous savez, c'est l'aile du papillon. Un tout petit peu. Alors, donc j'ai une question. 10 films, c'est pas mal, mais sur les 10 films, il y en a quand même 2 qui posent la question de la création. Donc ça représente un pourcentage non négligeable. David élémentaire. David élémentaire, qui autour de comment est-ce qu'on crée, on est qui, et même par les musiques d'une certaine manière, sauf que ces deux-là parlent réellement de cinéma. Ouais. C'était une façon de faire le point, c'est une façon de se mettre en abîme, de faire une auto-introspection. Non, c'est parce qu'il y a forcément toujours... de toi dans les deux, oui, évidemment. Mais il y a toujours chez moi un étonnement ahurissant quand je me dis que je fais du cinéma. C'est-à-dire, il faut bien comprendre que je suis le contraire d'un garçon qui a été à la Cinémathèque à 15 ans, qui se disait... Moi, je viens d'un univers familial loin de cette culture, loin de la culture en général d'ailleurs, et c'était... C'est pas un reproche que je fais à mes parents, mais c'est des vies difficiles. C'est la guerre, c'est l'après-guerre, c'est la reconstruction d'une économie, de la famille, qu'on n'avait pas le temps de lire trop, ni d'aller trop au cinéma. C'était des budgets. Donc, je viens un peu de ça. Et le fait que la vie m'ait amené comme ça à devenir un cinéaste, et un cinéaste reconnu, parce que c'est vrai que
quand on dit mon nom, les gens savent que je suis metteur en scène. Bon, et ça a toujours été un étonnement pour moi. Donc c'est vrai qu'aussi bien dans Qu'est-ce qui fait quoi David, avec humour, et dans Les Menteurs avec gravité, j'ai voulu explorer ce parcours-là. Le cinéma est un monde sauvage. Il faut être très fort psychologiquement pour tenir dans l'univers cinéma. C'est un monde où il y a beaucoup de demandes et peu d'admis. Où il y a beaucoup de gens, par exemple, qui veulent devenir metteurs en scène. Et il y a peu de metteurs en scène qui deviennent metteurs en scène. Et sur ces metteurs en scène, il y en a peu qui sont reconnus. C'est un univers où on est tout le temps en lutte. Vous voyez, C'était la question que je vais poser tout à l'heure sur le découpage. Et vous avez dit que vous avez tourné avec une caméra à la main. Beaucoup à la main, oui. Beaucoup à la main. Malheureusement, avec 3 caméras et beaucoup à la main. Voilà. En fait, il y avait un Steadicam en permanence et 2 caméras. Alors, c'est ça qui donne, parce qu'il y a une tension dans le film permanente. Et alors, justement, je voulais vous dire, est-ce que ça a été un parti pris prémédité ou bien ça s'est vu après, de dire je vais tourner avec une caméra à la main pour maintenir cette tension? Parce que dans le film, on attend toujours le truc d'après. Oui, il y avait quand même de ça. Alors, je me méfie beaucoup des grandes idées de pré-tournage, où on dit ce film-là, je vais le traiter uniquement en travelling, de gauche à droite. Celui-ci tout au Steadicam, celui-ci à la main. Je me méfie beaucoup parce qu'en fait, ça n'a pas de sens. Un film, il y a toute une partie en mise en scène, mais comme pour le directeur de la photo, comme pour tous les gens qui font le film, il y a un moment où ça se passe ici et maintenant. Il y a un moment où on est sur le plateau et où tout à coup, tout ce dont on est arrivé, tous les éléments qu'on a imaginés sont là, les acteurs bien sûr, mais les costumes, les lumières, le décor, etc., le texte, etc. Et où tout d'un coup, il y a évidemment tout ce avec quoi on arrive, le découpage qu'on a fait, etc. Et puis, la vision qu'on a à l'instant T de ce qu'on doit faire et de comment on doit faire la mise en scène. Il y a quand même des partis pris d'ensemble. Moi, je n'en ai jamais eu. C'est-à-dire, je me suis jamais dit, ce film-là, je vais le faire comme ça. Il y a des scènes où je me dis, ça, il faut le faire à la main. Je pense que dans Jérusalem, pratiquement 2 jours sur 3, j'arrivais en passant devant les camions où les mecs étaient là, je disais aux assistants, je leur disais, Steadicam, 2 caméras à la main, mais parce que je savais que la scène demandait une scène de combat. Quand on la tourne sur pied, c'est une aberration. Je veux dire, pour être à l'intérieur d'un combat, il faut être avec les combattants. Mais même des scènes de dialogue. Moi, ce que je crois, mais c'est uniquement ce que je crois, donc ça n'a pas grand intérêt pour ceux qui vont être metteurs en scène. Ce que je crois, c'est que la caméra est un vecteur d'émotion. Quand on se met en colère, vous savez, on a le ventre qui palpite un peu, Ça m'est arrivé. Voilà. Non, mais on est comme ça. Et donc, comment faire ressentir cette émotion sinon qu'être à la main et avoir quelque chose un être de chair et de sang qui vit. Bon. Mais en même temps, je me suis rendu compte que si ça n'était pas moi qui étais cadreur à ce moment-là, ce que je vous raconte n'a aucun sens. Parce que si je suis cadreur et que je joue, j'allais dire, je suis dans une scène avec des acteurs, moi je ressens cette émotion. Et ma caméra, qui devient plus un membre m'appartenant qu'un objet, participe à cette émotion. Trouver le personnage l'acteur qui va interpréter Ben Gurion, c'est difficile parce que Ben Gurion, tout le monde connaît son Mais image, Hitchcock disait à ses acteurs, et moi j'ai le même sentiment, et c'est Daniel Gélin qui m'avait raconté ça. Vous voyez qui est Daniel Gélin? Bon. Oui. Hitchcock, un jour, Gélin lui dit, c'est Daniel qui m'a raconté. Daniel Gélin tournait dans L'homme qui en savait trop. Ouais, la version de 56. Et il dit c'est incroyable ce qu'il dit. Et il dit à Hitchcock, il va voir Hitchcock, il lui dit, mais Alfred, dites-moi quand même un truc, qu'est-ce que je dois faire à ce moment-là, quelle émotion? Et l'autre lui dit, mais de quoi tu m'as? Il dit, je t'ai choisi, il va jouer. C'est-à-dire que 80% du travail est fait au moment où on décide qui jouera quoi. Ouais. Parce que si on s'est trompé, c'est une catastrophe. Il y a des choses qui sont... C'est ce sentiment de liberté qu'ont nos acteurs qui fait qu'on devient ce qu'on appelle un bon directeur d'acteur.
je pense que un plan, c'est un plan et on doit donner quelque chose de fort dans chaque mot qui est dit. Et tout à l'heure, je retravaillais mon scénario et je reprends. Et pourtant, Dieu sait si le début du script et de la première séquence est d'une simplicité biblique. C'est une fille qui sort elle est travaille dans un journal, elle dit salut, salut, je te vois tout à l'heure, etc. Et j'étais en train de me faire mal à corriger les 4 premières répliques que j'ai dû déjà corriger 2800 fois. Et effectivement, je me disais, mais en fait, c'est complètement ridicule. Elle dit au revoir, bonjour, je te vois tout à l'heure, etc. Mais en même temps, ça avait pour moi un sens, une importance, parce que je me disais, c'est le début du film et chaque mot est important. Il donne des guides et des indications. Il y a une métrique aussi, chaque Absolument. mot, bien sûr. Il y a des répétitions avant, parfois? Je fais des répétitions. J'aime rassembler les acteurs autour d'une table. J'aime leur faire lire le texte, en parler avec eux. C'est le moment d'ailleurs où on fait des changements parfois. Où l'un me dit, écoute, ça ne t'aurait pas si je dis ça comme ça. Mise en bouche. Exactement. Et puis surtout, c'est une façon pour eux de se connaître les uns les autres, de passer du temps ensemble. C'est des lectures plutôt que des C'est des lectures, oui. Oui, oui, c'est des lectures. C'est pas on n'est pas debout en train de dire tu fais ça. Recherche du financement, c'est quand il y a le scénario qu'on envoie à lire aux différents opérateurs. Alors là, bon, il faut faire. Alors, il y a le scénario en français, parce que moi j'écris en français. Ensuite, il faut faire l'adaptation en anglais. Donc, en revanche, je lis très bien et je parle bien l'anglais. Donc, je peux lire un scénario en anglais. Donc, ensuite, je relis le scénario, je corrige sur le travail. Donc, ça prend du temps. Ensuite, ça part un peu partout. On est allé à Los Angeles pendant 15 jours faire un tour des popotes. On fait comme en France. On va voir les studios, on discute avec eux. Vous avez vu, machin, je veux machin, etc. Et puis, il y a des remontées. Ça va plus ou moins lentement. Et puis après, il faut persuader les gens. Vous savez, les financiers du cinéma, ils sont comme nous, ils ont peur. Il faut les rassurer. Il faut leur dire, on est en train de faire un truc génial, on va gagner plein de sous. Donc, c'est un travail. Voilà. Les images d'archives. Oui, il y a le choix des images d'archives. Oui. Comment tu as procédé pour prendre celle-là, puis aussi, qu'est-ce que ça a coûté? Comment ça s'est fait? Ça n'a pas coûté très cher, mais ça a demandé beaucoup de recherche, parce qu'il y a des images qui étaient inédites. Et puis... je voulais que le film soit constamment à la marge du réel et de la fiction. Donc j'avais décidé à l'écriture, c'était des images d'archives. Donc après, il a fallu les chercher pour, comme des virgules qui montraient qu'il se passait ça. Mais tu sais, curieusement, on a l'impression qu'il y a beaucoup d'images. Il doit y en avoir en tout dans le film 2 minutes 50, 3 minutes, quoi. On a l'impression Alors qu'on a l'impression qu'on est porté par ça, alors qu'on a très très peu. Il y a des plans des plans de 2-3 secondes, il y a 4-5 plans, et puis on passe vite à autre chose. C'est intelligent, c'est intelligemment fait. Merci. Et en même temps, ça ramène certaines tensions de l'époque. Oui, parce qu'on se retrouve plongé dans une époque avec, quand les Jordaniens partent en guerre, tout ça, qu'on voit les mecs défiler, etc. C'est des choses qui ça sont... resserre les boulons du réel. Oui, absolument. C'est tout. Tous mes films sont très personnels. Parce que tous mes films parlent de personnages ou d'événements ou de situations qui sont des situations qui m'ont brûlé à un moment de ma vie ou qui me brûlent quand j'en parle. Que ce soit un divorce, une histoire d'amour, le conflit israélo-palestinien, la guerre en Yougoslavie, Le rapport à sa mère. Le rapport à sa mère, bien sûr. Tout ça, ce sont des choses qui sont fortes en moi. Pourquoi? Il y a une phrase de Fellini que j'adore, qui est « On ne parle bien que de ce qu'on connaît bien ». Et je pense que souvent les cinéastes se dispersent parce qu'ils veulent aborder des thèmes qui ne leur sont pas chers. Je pense que si la vie en avait décidé autrement, je serais acteur. J'adore être acteur. Et je pense que d'ailleurs, tous ceux qui veulent faire de la mise en scène ont intérêt un jour à faire l'acteur, pour voir un peu ce qui se passe quand on est face à une caméra ou sur un plateau de théâtre. Je pense que c'est une expérience intéressante. Donc moi, j'ai fait l'acteur pour des copains, pour Claude, pour Pinotto, justement, pour des copains. Ils disaient, tiens, viens, j'ai une scène. Bon, je l'ai fait. Je ne l'avais jamais fait dans mes films. Je fais une apparition dans Paroles et musique derrière une glace, mais vraiment, c'est un Hitchcockien, c'est un petit caméo tout petit. Mais là, j'avais envie, parce que ce personnage me touchait, parce qu'il ressentait ce que je ressentais, que je me disais, je pense que je vais lui donner l'humanité qu'il a, et que parce que ce que je crains le plus au monde, c'est de mourir c'est que mes enfants meurent avant moi, et que cet homme dans le film
perd sa fille. Donc c'est une façon aussi pour moi d'exorciser ce cauchemar permanent. Et j'avais vraiment envie de jouer ce rôle. Bon, voilà, maintenant. Je me suis rendu compte qu'en fait, c'est quoi la mise en scène? C'est la mise en espace d'une vision de l'esprit. C'est-à-dire que tu te dis, tu écris un script, tu dis, il y a un tel qui rentre, il va dire ça, mais ce qu'on doit ressentir, c'est ça, puis à ce moment-là, il y a ça qui se passe, etc. Donc, il y a un tas d'éléments que tu as dans l'esprit, et puis, il faut que tu arrives à aller... et j'ai une soif. Il faut que tu arrives à... Bon, donc, quand tu arrives sur une scène, moi, j'ai eu aucun problème. J'ai dit, tu fais ça, là, tu fais ça, la lumière, je veux ça, là, les décors, les images derrière, les portes s'ouvrent, se ferment. C'était vraiment... Je voulais arriver à une émotion, à une narration. Et pour moi, le fait qu'il y ait une caméra ou pas, c'était pareil. D'ailleurs, quand on a filmé le spectacle, on s'est rendu compte que placer les caméras, c'était une grande simplicité. Donc en fait, merci, c'est gentil. En fait, le récit même des spectacles était déjà très cinématographique. Et puisqu'on parle de mise en scène, notamment sur Harrison's Flowers et au Jérusalem, on se pose quand même la question de savoir si effectivement, tu nous parles d'instinct, je veux bien, mais enfin au bout d'un moment, lorsqu'il y a des effets pyrotechniques, qu'il y a des explosions, qu'il y a des figurants qui arrivent par dizaines, il y a forcément une vision d'entrée. Il y a peut-être nécessité, pour certains, c'est peut-être pas ton cas, de dessiner un storyboard, de prévoir un certain nombre de choses. J'ai jamais réussi à faire un storyboard. Comment est-ce que tu arrives quand même à gérer tout cela? Alors, avant de me coucher, je ferme les yeux et je vois la projection. Je ne peux pas dire beaucoup plus que ça, mais c'est très vrai. C'est-à-dire que la scène que je vais tourner le lendemain, ou alors quand je suis en train d'écrire, ou quand je suis en train de penser au film, vraiment, je suis en projection. Je vois ce qui va se passer. Ce qui est prémédité, c'est la structure globale du plan. Mais ce n'est pas dans le détail. C'est un peu flou comme à la télé là-haut qu'on voit en face là, depuis tout à l'heure où tout est flou. C'est-à-dire que c'est une structure globale du plan. Je sais qu'il va rentrer là, qu'il va faire ça, qu'il va faire ce mouvement. Et d'ailleurs, c'est très... Souvent, quand je travaille avec des décorateurs, ils sont surpris parce que je sais exactement où est le lit, où est la table, où je veux tel élément de décor, parce que j'ai une vision globale de ce que va être la mise en scène à ce moment-là. Et en fait, c'est pour ça que j'ai assez rarement des problèmes à mettre en scène, parce que ensuite, quand j'arrive sur le plateau, je reconstitue ce que j'ai en tête. Et évidemment, j'affine. Et en plus, et ça, je le dis, je me suis rendu compte que la caméra était un animal extrêmement maniable. Alors, dans l'idée de création, quels sont tes rapports aussi avec la bande-son, avec la musique, avec tout ça? Tu y penses en écrivant? Tu y penses après? Comment ça se dépiche? J'y pense avant, pendant et après. Parce que c'est devenu, et c'est très curieux, je dis c'est devenu extrêmement important. C'est-à-dire que le cinéma maintenant, surtout dans le cinéma pour les grandes salles, à la télévision c'est une autre, mais tout ce qui est effet sonore, tout ce qui est musique, alors la musique a toujours eu son importance, mais le son est tellement bon dans les salles, quand on arrive à bien le faire, que tout d'un coup, il pénètre le spectateur. J'ai envie de dire au même titre que l'image. Moi, je défends ce droit d'auteur, qui est ce qu'on a peut-être de plus beau en France, et qui est en tout cas la sauvegarde de notre cinéma, et ce qui fait que notre cinéma a une chance de survivre malgré ce mastodonte américain. Merci. Merci.